Yo les gars, pour ce blogcast, ça va être gros Doliprane, parce que là, on va parler un petit peu de la roadmap d'Ethereum. Et je pense que tout le monde l'a déjà vu une seule fois, tout le monde s'est dit «Ouais putain, j'ai pas envie de la lire, et j'ai pas du tout envie de la comprendre». Donc voilà, là je pense que ça va durer environ 30 minutes, 30-40 peut-être, et je vais vous expliquer un peu toutes les étapes de la roadmap. Et puis on va revoir aussi celle qui arrive, la mise à jour qui arrive, qui va faire avancer la roadmap, c'est-à-dire Plectra. Je pense que c'est un très bon résumé et ça va être très intéressant. Je voulais m'arrêter 2 secondes sur le fait que la roadmap d'Ethereum est la plus ambitieuse de toutes les Layer 1, alors que que Ethereum a plus de 50% de toute la TVL, de tous les écosystèmes. Donc en fait, c'est la Layer 1 Smart Contract qui a le plus de risques à avancer et qui pourtant a le plus d'ambition. Et ça, je trouve ça fou. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Solana n'a pas de roadmap, aucune. Et je joue d'ailleurs sur ce fait-là. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez. Moi, je j'aime pas ça. J'aime bien avoir une roadmap. Et vous prenez n'importe quelle autre roadmap de Layer 1. C'est des trucs assez court terme et qui n'ont pas des ambitions monstrueuses. Là, on va en reparler, mais le endgame de Ethereum, et que je pense ils vont atteindre, a l'air absolument zinzin. Et voilà, on va le revoir petit à petit. Alors, évidemment, tout le monde connaît cette image créée par Vitalik. Mais personne, en tout cas pas grand monde ne sait qu'il y a un vrai site qui a été super bien fait, qui est super bien détaillé, que j'adore me promener là-dessus. Et ce site du coup c'est la roadmap en détail d'Ethereum. Le site s'appelle ETH, donc roadmap.com. Et du coup on peut bien dig la roadmap d'Ethereum en détail, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par The Merge. Alors, petit détail, c'est que The Merge, The Surge, The Scrooge, The Verge, The Purge et The Splurge, le dernier est toujours dur à dire, Splurge, en fait, c'est pas des étapes qui arrivent petit à petit, qui arrivent une après l'autre, c'est justement, elles arrivent petit à petit, c'est-à-dire qu'on prend un petit bout et tout ça. Et d'ailleurs, sur l'écran principal, alors pour ceux qui m'écoutent en podcast, vous ne voyez pas, mais allez faire un tour sur le site, on voit les avancements en fonction des mises à jour. Donc voilà, là on a eu Extra, on a eu Pré-Chapella, on a eu Chapella, là en bleu c'est Denkun, et on voit que chaque mise à jour a avancé plus ou moins les étapes de cette roadmap. C'est pour ça que c'est assez complexe à lire, c'est-à-dire que chaque étape a un but précis, mais chaque mise à jour peut faire avancer ce but de façon plus ou moins déséquilibrée. Par exemple, le Pectra n'aura aucun impact sur The Purge et The Verge, ni The Surge. Je sais, ça a l'air déjà compliqué, je sais très bien les gars. Juste, on tient, ok, on prend un Doliprane et on avance petit à petit. Ça va faire sens, ok, ça va faire sens. Donc on commence par The Merge. Vous m'excusez, j'ai tout lu hier. Si jamais je bug ou que je réfléchis parce que j'ai oublié quelque chose, voilà, vous m'excuserez, c'est la roadmap d'Ethereum. Je pense que c'est le minimum à quoi on s'attend. Hein. Donc tout ce qui est déjà en couleur, qui est complètement en couleur, ce sont des choses qui sont déjà faites. Voilà, les withdraw, quand on a eu The Merge, tout ça. Tout ce qui est en gris, donc c'est des trucs à venir, avec les petits bouts là dans les mises à jour à venir, donc noir. Et là, c'est quand alors pour ceux qui ne voient pas, c'est quand il y a un peu de couleur, c'est l'avancement, mais ça veut dire qu'on ne va pas arriver au bout non plus de ce détail sur The Merge, de cette implémentation. Et quand c'est cette couleur, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler cette couleur, pêche, la couleur pêche, c'est Plectra. Voilà, donc comme ça permet de bien visualiser, et le bleu c'est Denkun, donc le bleu est déjà passé, Plectra c'est pour Q1 2025. The Merge, donc, le but de The Merge, c'est écrit là, c'est vraiment super bien fait, c'est pour avoir un proof of stake qui soit vraiment décentralisé, robuste et simple. Et pour ça, alors on peut commencer par la Secret Leader Election. Donc en fait, c'est un truc pour tacler la MEV, parce qu'actuellement, pour la validation d'un bloc, le leader est connu de tous, parce que c'est voilà, tout est transparent, tout est public et transparent, et donc certains acteurs vont front-run ça pour capturer de la MEV. Et ça, on commence à tendre vers l'inverse, et on aimerait que l'élection du leader soit secret. Voilà, alors je crois que c'est le builder, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours un bug entre le builder et le proposer. Non, c'est le proposer. Pardon, c'est le proposer. Ok. Ensuite, on a tout ce qui touche à la SSF. SSF, c'est le Single Slot Finality.
Je reviens 2 secondes sur ce qui est la finality, j'en avais parlé dans le blogcast sur Solana, le hors-sujet, pardon. La finality, c'est le moment où on considère qu'une transaction est irréversible. Et ça n'arrive qu'à partir de 12 minutes sur Ethereum. C'est-à-dire que votre transaction elle passe au bout de 12 secondes, mais après, il y a tout un consensus, toute une cérémonie. La cérémonie se fait avant, mais tout un vote des participants qui se fait pour qu'on considère la transaction comme irréversible. Et ça prend 12 minutes, soit 2 époques. Ce qu'on aimerait, le but ultime de Ethereum, c'est d'arriver à un single slot finality. Alors c'est vraiment un détail de nerd, hein, on va pas se mentir, mais ça permettrait en clair d'avoir notre transaction finale, donc la finality, en 12 secondes, single slot, en un seul slot. Mais pour ça, voilà, ça demande énormément d'innovation sur les signatures, parce qu'il y a plein de participants, ça prend beaucoup de temps, il faut des signatures qui soient rapides, et c'est tout ça, en fait, on le voit, c'est très bien fait, hein, avec les flèches et tout. On voit, on a le per slot participant selection, alors bon, celui-là il est assez complexe à comprendre. Voilà, l'implémentation, je sais plus, voilà, j'ai déjà oublié, ça fait 24 heures. Bref, tout ça pour arriver au single slot. Ici, vous avez du coup tous les détails. Et pour le moment, c'est pas la mise à jour qui arrive, mais c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus parce qu'on veut vraiment que Ethereum soit robuste et qu'un acteur qui soit institutionnel ait la confiance que sa transaction passe en 12 secondes et pas 12 minutes. Même si on sait très bien qu'il y a peu de chances que Ethereum se fasse attaquer et qu'une transaction soit reverte, mais ça donne l'assurance que voilà, 12 secondes c'est extrêmement rapide, 12 minutes l'est beaucoup moins. Donc ça c'est très cool, franchement, une finalité en 12 secondes, ce serait incroyable. Et même si d'autres Layer 1 disent avoir une finalité instantanée ou machin, ils n'ont pas la sécurité d'Ethereum, donc ça n'a pas la même valeur. Donc je trouve ça très sympa. Et en plus, parce que évidemment Ethereum n'est pas du genre à faire de compromis, Ethereum ne supporte pas les compromis, c'est une dinguerie. Ils veulent en plus augmenter le nombre de validateurs, ce qui évidemment crée encore plus de problèmes sur le fait d'aller vite sur la finalité. Mais voilà, ils ont plein de solutions pour arriver là, et ça fait partie de la roadmap. Et on a aussi, alors ça, ils sont, je vous dis, ils sont zinzin. On a les signatures quantum, quantique, qui permettraient de se protéger contre le quantique, qui devient un sujet de plus en plus récurrent chez Ethereum, qui veut se protéger de cette technologie qui arrive, et qui pourrait casser la blockchain. Et du coup, on aurait des signatures quantiques avec des clés quantiques. Alors ça, c'est complètement zinzin, mais en clair, ce seraient des clés qui permettraient de signer une fois. À partir du moment où ils utilisent et donc qu'elles sont visibles, la règle quantique dit que elles disparaissent. Elles disparaissent et du coup, on en crée une nouvelle, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on peut signer qu'une seule fois avec une clé et qu'après, elle s'autodétruit. C'est fou, ça, voilà, c'est un truc, c'est pas pour les 5 prochaines années, évidemment, mais je trouve ça rigolo à noter. Donc voilà, dans Pectra, on essaiera d'augmenter les validateurs. Donc ça, c'est la mise à jour qui va arriver. Et notamment aussi, oui, évidemment, on va aussi augmenter le nombre de staking, mais je crois que ça arrive plus tard, ça. C'est-à-dire qu'on va essayer d'augmenter le nombre d'Ethereum que peut stake un validateur. Comme ça, on a des gros acteurs comme Lido, tout ça, qui peuvent avoir des validateurs plus gros et pas des centaines avec juste 36 Ethereum. 32, pardon. Voilà, donc ça c'est pour The Merge. The Merge, du coup, voilà, s'occupe vraiment du consensus. On a The Surge. Alors The Surge, c'est vraiment pour aller vite. C'est la vague, hein, The Surge. C'est pour avoir au moins 100 000 TPS à travers les roll-ups. Donc ça se base, c'est un peu la roadmap pour les roll-ups, finalement. Donc voilà, on a eu le basic roll-up scaling qui est arrivé avec Denkun. Donc les blobs, tout ça. Ça va augmenter. On va augmenter le nombre de blobs à partir de Pectra. Donc là, on ne le voit pas. Je crois que c'est là qu'on le voit. Donc on va passer à, alors, de souvenir, on va passer à 8 blobs, avec une limite à 6. Je crois, hein, de souvenir. À revérifier. Mais ça permettra, du coup, parce que là, actuellement, les blobs, on est vraiment à la limite de 3, et ça commence à devenir cher. Je ne sais pas si vous utilisez les layers 2 souvent, mais ça commence à devenir cher. Et du coup, il faut vraiment augmenter le nombre de blobs, comme j'avais expliqué dans mon épisode sur les blobs, pour que les layers 2 restent pas chers et qu'on continue de scale comme ça petit à petit.
Donc ça, c'est très cool. On a aussi le PIRDAS, qui est vraiment attendu, qui va permettre de vérifier en fait une partie, c'est un peu ce que fait déjà Celestia, ça va permettre de vérifier une partie de la donnée des blobs, et pas le blobs en entier, ce qui va permettre de scale encore plus. C'est pour fragmenter la vérification finalement, et ça c'est très cool, parce que de toute façon on a plein de validateurs, on peut se permettre de faire ça. Le Efficient DA Self-Healing, c'est dans le cas où on a un layer 2 qui tombe, qui chute, et qu'on veut reconstruire le layer 2, c'est pour ça qu'on a de la DA, c'est pour ce but-là. C'est pour justement permettre de soigner, healing c'est comme ça qu'on dit, mais de récupérer toute la DA pour recréer le layer 2. Et voilà, c'est le fait de donner les outils pour que ce soit facile malgré le PIRDAS. Voilà, parce que s'il n'y a que des bouts qui sont vérifiés, il faut être sûr que toutes les données sont là pour que, dans le pire des cas, on puisse reconstruire le layer 2. Full rollup scaling. Donc, oui, donc ça c'est par rapport au stage. Voilà, donc ça c'est plus une vision pour que les layers 2 soient dans le stage 2. Mais ça c'est beaucoup plus un problème qui vient des layers 2 eux-mêmes, qui va de toute façon arriver, j'en ai déjà parlé dans le blobcast sur les layer 2. Improve cross rollup standard, ah oui. Ça, ce serait des standards. Alors, évidemment, c'est déjà développé par Optimism, par la Superchain, tout ça. C'est des standards entre rollups. Donc, en fait, il faut que les rollups s'accordent sur des standards. Un petit peu comme Layer 0, un standard. Ça permet en fait de créer des mouvements cross-chain entre les blockchains, donc entre les Layer 2, qui soient rapides et pas chers. Et comme ça permet de l'interopérabilité. Et donc, les Layer 2 restent fragmentés tant qu'il n'y a pas vraiment d'agrégation de preuves. J'en reviendrai dans un autre épisode sur l'agrégation de preuves. Mais on n'a pas le sentiment qu'ils sont fragmentés. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un état qui n'est pas partagé, mais comme ils communiquent extrêmement simplement et de façon pas chère, on a l'impression que pas du tout, quoi. Un petit peu comme le Cosmos, même si ça s'est mal développé, je trouve. Mais envoyer des fonds d'une chaîne à l'autre, c'est extrêmement pas cher, extrêmement rapide. Par contre, c'est vrai que les applications, les blockchains ne communiquent pas trop entre elles. Et là, on aimerait que, voilà, j'ai déjà dit, mais utiliser Uniswap, enchaîné avec Zora, avec les fonds sur Base, enfin que des trucs comme ça, ce serait vraiment incroyable et ça permettrait d'arrêter cette fragmentation qui est assez pesante finalement. Donc voilà. QSafe No Setup Commitment, donc ça encore c'est par rapport au quantique, parce qu'actuellement on a le KZG, commitment, donc c'est ce qui permet de réunir les clés et s'accorder sur la validité des blocs. Et donc on aimerait là aussi apporter du quantique, mais en fait tout ce qui est, alors là vous le voyez pas, mais tout ce qui est entouré d'un arc-en-ciel, c'est justement tout ce qui est lié au quantique. Pour voilà, protéger ça. Ah non, c'est pour utiliser les Starks. Voilà, pardon, pour utiliser les Starks. Mais voilà, c'est pour être quantum safe. Pour être safe par rapport au quantique. Voilà. Tac tac. On a the Scourge. Donc ça, c'est par rapport beaucoup à la MEV et au liquid staking. Donc tout ce qui est voilà, pooling, tout ça. Alors on a l'inclusion list. Alors ça c'est complexe. Actuellement les validateurs sont parfois liés à l'OFAC, qui est du coup la régulation aux États-Unis et qui pourrait potentiellement blacklister certaines adresses. Et ça on ne veut pas, évidemment, on veut que Ethereum, même si t'es le Pablo Escobar du 21e siècle, on veut quand même que tu puisses transacter sur Ethereum parce qu'il faut que ce soit incensurable. Alors il y a des questions philosophiques ou pas, chacun a son avis, mais c'est la philosophie derrière, c'est que ça reste un outil. Voilà, ça reste un outil, c'est comme si quelqu'un utilisait un couteau. Ah, tu peux pas empêcher quelqu'un d'utiliser un couteau. Donc l'inclusion list, c'est le fait d'obliger en fait les validateurs à faire passer des transactions. Tu es obligé. À partir du moment où une transaction n'est pas passée dans tant de temps, l'inclusion list va te forcer à la faire passer. Donc c'est pour contrer tout ce qui est censorship ou même la centralisation, voilà, les gens qui font passer des ordres avant d'autres, tout ça. C'est vraiment pour dire, non, tous les ordres doivent passer, et si cet ordre n'est pas passé
au bout de tant de temps, il faut qu'elle passe. Donc ça c'est assez sympa, évidemment c'est encore un truc de nerd, hein, on va pas se mentir. IPBS c'est par rapport à la MIV, ouais, je crois que c'est pour rediriger, si je me souviens bien, ouais c'est ça, c'est pour, en fait ah oui, c'est un acteur qui est lui vraiment natif au protocole, qui va se mettre entre le proposeur et le builder, pour qu'on arrête avec tous ces flashbots, tous ces machins qui sont des acteurs tiers. Bon là je pense que j'ai perdu beaucoup de monde. Mais c'est parce qu'il y a trop de gamification entre le proposeur et le builder pour générer de la MIV. Et donc en passant par IPBS, qui est un protocole natif, déjà on a plus ce contrôle sur ce qui se passe, et puis en plus potentiellement on pourrait burn la MIV. Alors la bonne, parce que du coup on serait protégé de la mauvaise dans tous les cas, on pourrait burn la bonne MIV pour que ça revienne au holder. Parce que forcément s'il y a du burning, ça crée une pression acheteuse sur le token, pas acheteuse mais ça burn la supply, donc de l'offre, et donc ça bénéficie au holder. Ce qui est assez sain, parce que actuellement la MIV ne bénéficie que aux validateurs, aux proposeurs et aux builders, alors qu'elle est générée par les utilisateurs et par les applications. Donc IPBS, très très cool pour recapturer la MIV, et du coup on arrive au Explore MIV Burn, c'est exactement ce que j'explique, c'est que c'est pas sûr qu'on le fasse, on sait pas trop encore où on va aller avec la MIV, à qui on la redistribue ou quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige vers un Ethereum qui recapture ce pouvoir et qui va le redistribuer aux bons acteurs. Moi, j'ai partagé il n'y a pas longtemps ce qui se passe avec les private mempool et tout. C'est actuellement la MIV, elle prend cher sur Ethereum. Voilà, on sent que l'Ethereum a vraiment envie de faire quelque chose. Et du coup, peut-être la burn, à voir. C'est un truc qui est en discussion. Beaucoup de choses qui sont actuellement sur le tableau sont en discussion, à part celles qui sont en colorées, qui du coup vont avancer. Distribute block building, je crois que c'est avec les tickets. Ah non, c'est par rapport à distribuer les block builders, avoir un set plus distribué de block builders. Je crois que ce n'est pas sûr du tout. Hein. Voilà, c'est plus une aspiration, donc c'est à voir. Pareil, c'est toujours le même truc, c'est pour empêcher la centralisation actuelle des proposeurs et des builders. Alors, genre les builders actuellement, il y en a 3 qui possèdent 80% du réseau, enfin du game du block building, et créer quelque chose de beaucoup plus décentralisé, qui peut être moins attaqué par de la censorship. Parce que si on attaque ces builders là, on a le pouvoir sur le futur d'Ethereum, donc c'est pas cool du tout. Et la MIV, évidemment, toujours la MIV. Voilà, les execution tickets, alors là c'est compliqué. C'est compliqué. En clair, de ce que j'ai compris, on aurait des execution tickets qui sont une technologie qui est déjà envisagée pour les layer 2, donc surtout tout ce qui est séquenceur décentralisé et tout ça, qui en fait permet un second marché sur l'exécution des transactions, et donc le pouvoir de faire ce que tu veux avec ces transactions, de les mettre comme tu veux. Et donc, il y a un marché sur... en fait, on distribue des tickets aléatoirement aux gens, et après, ils peuvent les revendre ou non, selon la valeur qu'ils pensent que ça peut valoir. Et du coup, il y a tout un marché, ça permet de redistribuer le pouvoir et redonner une chance à tout le monde. Et les gens qui sont peut-être pas les plus gros acteurs peuvent toujours les revendre. Après, évidemment, ça crée il y a des doutes sur le fait que ça peut potentiellement avantager ceux qui ont le plus d'argent, parce qu'évidemment, ils vont pouvoir acheter le plus de tickets possible. Voilà, c'est compliqué, mais ça permet de créer un second marché pour la MIV, parce que finalement, ça va toujours être lié à la MIV, parce que, on le rappelle, la MIV, c'est un des plus gros revenus de la blockchain. Un revenu qui, certes, est pris dans les poches des utilisateurs, mais quelque chose qu'il faut quand même savoir capturer et distribuer et assainir. Voilà. Et l'execution ticket pourrait être quelque chose qui arriverait à voir. Voilà. Encore une fois, c'est quelque chose dont pas mal de gens parlent, y compris sur les layers 2. Mais il y a encore beaucoup de débats. C'est aussi l'avantage des layers 2, je fais un petit aparté, mais si demain il y a une solution qui utilise ça, on va pouvoir tester ça avant de le mettre sur Ethereum, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les layers 2 sont très très cool. Endgame block production, donc ça c'est le final, hein, c'est quand on arrive au bout de toutes ces petites implications, donc c'est-à-dire recapturer la MIV, la distribuer à tout le monde, c'est ça le endgame finalement, et décentraliser, que ce soit plus censurable, tout ça.
Ça, c'est A Player MEV Minimization. Je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est pour éviter le front run. Et bon, en clair, c'est pour assainir la MEV, grossièrement. Et les préconfirmations, qui sont un truc que j'attends beaucoup personnellement, qui sont en fait de permettre au layer 1 Ethereum directement de donner une préconfirmation sur le fait qu'un ordre va être passé instantanément. Donc en fait, tu envoies ta transaction Ethereum, bim, tu sais qu'elle va passer. Elle n'est pas passée, elle n'est pas dans le bloc, mais le validateur qui l'a pris, en tout cas, pardon, le proposeur, c'est le proposeur qui prend la préconfirmation, lui te donne la garantie qu'elle passera, et il met du collatéral. Donc s'il ne passe pas, de toute façon tu seras remboursé, parce qu'il va se faire slasher. Ça c'est très cool, c'est vraiment très très cool, j'ai très hâte que ça arrive. Pareil, c'est un truc qui de base arrive sur les layer 2, et dont Ethereum est en train de s'inspirer, et je trouve ça très très cool. Effective balance... Ah c'est ça, c'est ce dont je parlais, donc on va passer de 32 à 2048 Ethereum pour le maximum d'Ethereum qu'on peut staker sur un validateur. Donc encore une fois, ça va permettre à des gros acteurs comme Lido de ne pas avoir des centaines de validateurs alors que c'est le même acteur derrière. Au lieu, ils vont avoir, je sais pas, 2048 divisé par 32, peut-être 50 fois moins, un peu moins, 30-40 fois moins de validateurs. Donc ça permet d'avoir moins de validateurs, moins de pertes en rapidité, en latency, tout ça, d'aller plus vite, parce qu'encore une fois, ce sont les mêmes acteurs, donc ça n'a aucun intérêt qu'ils aient autant de validateurs. Donc ça, c'est très cool. Très très cool. Et ça arrive du coup avec Pectra. Pectra qui arrive en Q1 2025. Improve Node Operator Usability. Oui, ça c'est pour lancer un node hyper facilement. Et ça c'est un truc qui arrive aussi. Alors ça va prendre du temps, mais ça va progresser avec Pectra. On va pouvoir lancer un node avec un seul clic. Parce qu'actuellement c'est vrai que c'est plus complexe. Il y a beaucoup de manque de connaissances là-dessus. Et on veut que tout le monde puisse lancer un nœud. Alors on va revoir plus tard que ça va être généralisé à un point inimaginable sur la roadmap, parce qu'ils vont même parler de valider Ethereum avec un téléphone. Donc on pourrait très bien télécharger l'application Ethereum et puis juste la laisser tourner, et puis ça validerait Ethereum en back-end. Assez fou. Explore Total Stake Capping, alors ça, apparemment c'est un vrai débat, j'étais même pas au courant. En fait, ils veulent limiter le nombre d'Ethereum qui peuvent être stakés, parce que je pense qu'ils ont peur que les récompenses ne suffisent plus à tout le monde, et du coup ils veulent pas qu'on ait, je sais pas, 75% de staking comme sur Solana. Mais c'est toujours un game très compliqué, parce que plus il y a de staking, plus il y a de sécurité, en même temps plus il faut les récompenser, ces gens-là. Donc complexe, assez complexe. Apparemment ils parleraient même de... Je crois de changer l'insurance, donc l'inflation de Ethereum, mais je suis pas sûr qu'on voie ça tout de suite, et j'ai même pas compris dans quel sens. Très complexe, de toute façon c'est pas le sujet actuellement, mais c'est sur la roadmap, donc voilà. Liquid staking centralisation, donc ça c'est le gros problème avec Lido dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que voilà, actuellement Lido a 33%, non pardon, pas 33%, il y a 24, 25, j'ai pas suivi dernièrement, des Ethereum stakés. Donc en fait, tous les gens qui utilisent le liquid staking de Lido, bah en fait, ils délèguent leur Ethereum, enfin ils les délèguent pas, ils les déposent carrément chez Lido, qui du coup se retrouve à être un giga acteur, et on considère qu'à partir de 33%, ça devient vraiment dangereux. Et même si on n'est pas à 33% chez Lido, il peut toujours avoir une association de protocoles pour attaquer Ethereum. Évidemment, ce serait débile parce qu'ils vont se faire slasher, on va faire un hard fork, on va utiliser le social layer, ils vont perdre tout leur argent. Mais encore une fois, on n'aime pas que ce soit une possibilité. Parce qu'on ne sait pas, l'être humain est fou, bref, on n'aime pas ça. Donc voilà, on essaie de se battre contre ça, c'est vraiment sur la roadmap. Et il y aurait en partie du coup ça, le fait déjà de réduire le nombre de validateurs qu'ils ont, parce qu'évidemment c'est un pouvoir d'avoir plus de validateurs. Parce qu'il y a aussi, chez Ethereum, il y a ce qu'on appelle le social layer qui utilise un nombre de validateurs pour être d'accord sur la finalité. Et donc, ces acteurs qui ont trop d'Ethereum ont trop de validateurs. Donc déjà, ils ont moins de validateurs, donc moins de signatures à faire, c'est cool. Et ça va évidemment avancer pour que, voilà, Lido ait moins que ça. Voilà, donc si vous avez compris le message, c'est aussi, n'utilisez pas trop Lido, c'est toujours pareil, t'as envie de l'utiliser parce que c'est le classique et il est un peu partout. Mais voilà, on devrait privilégier d'autres protocoles, surtout Rocket Pool qui est plus décentralisé pour le coup. Voilà.
Tac, tac. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub pour Rocket Pool, je suis pas du tout payé pour, hein. Mais je crois qu'ils font des nœuds Ethereum avec genre 8 Ethereum. Ils ont créé tout un truc pour ne pas avoir besoin de 32. Et c'est vraiment top. Voilà. Moi, je pense qu'après le bull run, c'est ce que je ferai parce que c'est génial. Verifying block, voilà. Alors là, The Verge, c'est vraiment c'est la roadmap ZK parce que Ethereum a fait all-in sur le ZK, le Zero Knowledge. Et ils ont une vision incroyable. Ça va pas parler que de ça, donc de Snark. C'est pas les Stark de Starknet, c'est les Snark. On va avoir des light client Snark. Donc les light clients, ce ne sont pas les full nodes, hein, ce sont les nœuds légers qui vont pouvoir vérifier donc tout ce qui est header, tout ce qui est vérifier quelques détails des blocs parce que ce ne sont pas des full nodes, mais ils vont pouvoir les vérifier quasi instantanément et très rapidement et probablement du coup sur téléphone parce que vu que ça coûte très peu de data et très peu de computation, donc de compute, de performance du téléphone, on peut le faire très facilement. Et ça, ce serait fou. Hein. Le jour où je peux vérifier Ethereum avec mon téléphone, ce serait dingue. Le Merkle Tree, qui est du coup une évolution du Merkle Tree. Pareil, je pense que j'ai perdu tout le monde. C'est vraiment l'arbre de la data. C'est comme ça qu'est store la data pour que tout soit vérifiable et retrouvable avec le plus de facilité possible. Et en créant un Merkle Tree, donc passant de Merkle Tree à Merkle Tree, on pourrait créer de la data beaucoup plus condensée et gagner en efficacité et en poids. Donc déjà en efficacité sur le fait que vérifier coûterait beaucoup moins cher, prendrait beaucoup moins de temps, et puis le poids de la data serait réduit. Donc le Merkle Tree, c'est très très cool. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier de préciser, mais ce qui est une blockchain, c'est avant tout de la data, c'est un serveur, c'est quelque chose qui enregistre de la donnée en fonction des transactions qui passent. Et à côté de ça, il y a l'exécution, donc exécuter des nouvelles transactions, mais pour exécuter des transactions, il faut être au courant de la data, il faut relire, tu vois. Il faut relire qu'est-ce qui s'est passé avant. Et c'est ça que fait un peu, c'est à ça que sert le Merkle Tree, c'est de relire la data, mais de ne pas avoir besoin de tout relire, parce qu'il te suffit de lire le bas, pour être sûr que tout le haut est valide et logique. Et du coup, le Merkle Tree va permettre d'aller encore plus vite. Créer du coup des Merkle Proof, donc tout ça, de toute façon, là, la roadmap c'est Stark, on met du Stark partout, voilà, du Snark, pardon. On met des ZK partout, et ils ont raison, ils ont trop raison. Du Snark pour le consensus aussi, donc pareil, c'est le consensus de Ethereum, pour que les signatures soient hyper rapides et coûtent quasiment rien. Et carrément du Snark sur le layer 1, donc on fout du ZK partout, quoi. Voilà, ça crée en fait un Ethereum qui est ZK EVM, et ça, ce serait fou, ce serait absolument fou. C'est pas pour tout de suite, hein, parce que pour ça, il faut que les acteurs se développent, il faut qu'il y ait des Snark ASICs, donc en fait du hardware qui permettent de faire du Snark facilement et rapidement. Et voilà, actuellement, le problème, alors il y a des gens qui disent qu'on est déjà capable, mais le problème c'est de créer une preuve Snark en moins de 12 secondes, qui est du coup le block time de Ethereum, parce qu'actuellement ça coûte déjà assez cher, et puis ça prend longtemps. C'est souvent 1 ou 2 minutes de faire une preuve ZK. Et du coup, on aimerait que ce soit ultra rapide et toujours accessible, parce qu'on ne veut pas centraliser le réseau. Voilà. Comme je vous ai dit, les compromis, on ne connaît pas chez Ethereum. Donc Fully Snark Ethereum, voilà, c'est vraiment le endgame. Et évidemment, le Quantum Safe, on le rate pas celui-là. Donc créer des snarks qui sont quantum resistant. Tac, et EVM vérification précompile, bref, ça c'est encore un truc pour les développeurs. Donc là, on a déjà fait la moitié en vrai, j'espère que c'est assez compréhensible. On est à The Verge, et on va passer à The Purge, donc la purge. Au moins celui-là il est facile à translate. Tac. Alors, oui, donc le IP 4444, c'est en clair pruner. Alors quand on dit pruner, c'est effacer la data qui n'est pas nécessaire sur l'historique d'Ethereum, parce que voilà, Ethereum ça fait quoi, peut-être 2014, 2013, ça va faire bientôt 10 ans, quasiment plus de 10 ans que ça existe, et il y a plein de data qui n'est pas nécessaire, parce que la data, encore une fois, c'est comme pour les layer 2 et les blobs,
La data, l'historical data, elle est là, dans le cas où il y a un problème avec Ethereum et qu'on veut le reconstruire. Le truc, c'est que si je t'envoie un Ethereum et que tu me renvoies un Ethereum, on peut effacer ça. Ça sert à rien parce que voilà, c'est une activité qui sert à rien, qui n'impacte pas. Et du coup, on veut pruner un peu l'historique, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui ne change rien. Surtout sur ce qui date de plus d'1 an. Voilà, comme ça, on garde quand même l'historique full de ce qui se passe récemment. Voilà, on ne sait jamais. Alors, c'est pas... Je fais la distinction entre Solana et ça, parce que Solana fait des snapshots. C'est très différent. En clair, là, on veut pruner, on veut juste nettoyer. Solana, ce qu'il fait, c'est qu'il fait carrément des snapshots. Donc, en fait, il fait un snapshot là. Tout le monde a ça, et puis après, il avance comme ça. Donc, en fait, il garde pas vraiment l'historique. Il n'y a que quelques acteurs qui ont l'historique. Là, c'est du pruning, c'est autre chose, c'est différent. C'est du nettoyage, encore une fois. Voilà, donc là, on parle de l'EIP 4444. Peut-être un... je me souviens plus de ça. Bon, c'est pareil, hein, de toute façon, là, c'est The Purge, de toute façon, toute la roadmap, c'est ça, c'est nettoyer la data Ethereum pour que les acteurs aient moins à télécharger, moins à vérifier, et qu'on aille plus vite, et que ce soit plus décentralisé. Donc voilà, on prune. Simplify gaz mécanique, alors ça, c'est pour que... je crois que c'est dans cette roadmap là. En clair, c'est pour simplifier la mécanique du gaz, tout simplement, pour que ce soit plus simple, parce qu'actuellement, il y a plein de mécanismes à prendre en jeu, et c'est assez complexe. Et potentiellement, en simplifiant, on peut réduire le gaz. Voilà, parce que ce sera plus... Alors, je sais plus si c'est dans cette roadmap là ou une autre, mais il me semble qu'il voulait aussi créer une sorte de local fee. Alors, c'est pas vraiment un local fee, mais en tout cas, séparer, je sais pas, les transactions qui swap, des transferts et tout ça, pour que Ethereum soit plus flexible sur son gaz, et que, je sais pas, si un shitcoin vient de se lancer, qu'il a beaucoup de hype, qu'il fasse pas monter énormément de gaz pour les transferts, par exemple, mais que ce soit seulement pour les swaps. Donc c'est pas un local fee aussi spécialisé que Solana, mais je pense qu'il s'est quand même inspiré de Solana pour faire un truc un peu similaire, parce qu'on a beau critiquer un peu Solana, il a apporté plein de trucs intéressants, dont Ethereum est en train de s'inspirer. Il s'inspire de plein de choses, hein, on va en reparler, mais il s'inspire aussi de Sui. On va en reparler. Remove precompile, donc ça c'est remove des precompiles qui existaient avant. Alors c'est un truc de dev, c'est un truc de nerd, mais en clair ça permettrait d'économiser du gaz. Voilà. Parce qu'il y a des trucs qui servent à rien qu'on utilise et on veut les supprimer. Address space extension, ça veut dire alors augmenter la taille de l'adresse. Donc actuellement on a 20 caractères, 20 bytes. On voudrait monter à 32 bytes pour créer plus de sécurité, parce que plus il y a de bytes, moins c'est facilement attaquable. Voilà, ça demanderait beaucoup de changements sur les smart contracts pour qu'ils les reconnaissent, tout ça. Mais à terme, ce serait ce qu'on aimerait. Log reform, voilà, là ça c'est complexe. C'est à propos des snarks, on va passer. Ça c'est à propos des adresses encore. Et voilà. Donc ça c'est, voilà, The Purge. The Purge en clair c'est vraiment pour être minimaliste, hein, c'est pour créer un Ethereum qui soit optimisé sur tout. Et je trouve ça très cool. Et The Splurge. Donc The Splurge, c'est vraiment pour faire tout le reste. Voilà, c'est tout ce qu'il n'y avait pas sur les roadmaps précédentes. Donc on a l'IOF, c'est ce que je disais avec Sui. Ethereum s'inspire de Sui, qui a du coup un object model, un object-centric model. Et Ethereum aimerait faire ça avec un IOF, Ethereum Object Format. Donc, ce qui permet d'avoir un format d'objet. Et c'est génial pour les développeurs parce que c'est beaucoup plus simple à coder, tu comprends beaucoup mieux les relations entre les objets, tout est un objet du coup chez Sui. Et je pense qu'il s'est inspiré de Sui pour ça. C'est pas dit clairement, évidemment. Ça pourrait être très très cool. Ça c'est un truc que j'attendrais vraiment parce que ça permettrait d'avoir un EVM beaucoup plus flexible pour les développeurs. Big Modular Arithmetic. Ça, je me souviens plus. Support call. Bon, je me souviens plus. On a Further EVM Improvement, ok. Donc ça c'est oui, bon, c'est le but de la roadmap, c'est d'améliorer l'EVM parce qu'on sait que l'EVM a des problèmes. C'est un truc qui a été fait il y a très longtemps par des gens qui n'avaient pas autant de connaissances qu'actuellement. Et du coup, on commence à avancer là-dessus, sur ce sujet-là, d'où l'IOF et tout ça. Ah, l'IOA, c'est très intéressant.
L'IOA, j'ai pas la... je sais plus comment c'est ce que ça veut dire exactement. Mais en clair, c'est juste un IOA, bah si, je me souviens. Un IOA, c'est un account sur Ethereum. Et du coup, on pourrait déléguer cet account à un smart contract. Et c'est ce qu'on appelle du coup de l'account abstraction. En clair, on peut déléguer. En clair, on peut avoir un compte Ethereum qui peut faire plein de choses, comme sur DL2 actuellement. Ça permet de bundle des TX. Au lieu de signer j'approuve, je swap, on peut faire une seule transaction, comme c'est sur le cas sur Starknet, je crois. Je dis pas de bêtises. Et c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire, c'est très cool que ça arrive, parce que voilà, il faut que ça arrive. Ethereum a du retard là-dessus, et encore une fois, ça arrive un peu plus lentement que sur les Layer 2, parce que c'est centralisé, et que les développeurs sont beaucoup moins décentralisés. Mais voilà, ça arrive, et moi j'ai très très hâte de voir ça, parce que ça va donner du sang neuf à Ethereum, quoi. Donc ça, voilà, c'est une protocol enshrining, ok. Endgame VM, je crois qu'on l'a vu. Voilà, ça parle d'IOF, tout ça. Voilà, ça c'est ce que je disais, c'était les fees, les frais sur Ethereum qui seraient du coup un peu plus local, ou qui seraient différents du swap, du transfert, tout ça. Très très cool. Très très cool. Endgame Account Abstraction, donc là on l'a là. Explore Deep Crypto Obfuscation, donc ça c'est tout ce qui est FHE, obfuscation, je sais jamais dire, obfuscation, ouais, qui est du coup une technologie pour de la privacy. En clair, c'est un commitment, c'est Ethereum qui dit je veux pas m'arrêter là, s'il y a des nouvelles technologies, je vais m'en inspirer, et là il parle de FHE, d'obfuscation. C'est pas une roadmap très claire, c'est juste d'ailleurs tout ce qui est à droite comme ça en général, c'est une vision, voilà, de dire que bah, on pourrait se développer vers là. Explore Delay Encryption, c'est assez cool parce que ça permettrait en clair d'encrypter ta transaction avant qu'elle passe dans la même pool d'Ethereum. Donc ça permettrait que les gens te front-run pas, ne te fassent pas d'attaque sandwich, pardon, et du coup de baiser la MEV mauvaise, la mauvaise MEV. Parce que du coup, c'est public, la même pool est publique, mais tout ce qu'ils voient, c'est ce que tu es prêt à payer, en fait. Ils voient pas ce que tu veux faire. Et ça, c'est très très cool, je trouve. Mais ça n'est pas pour tout de suite. Les VDF, oh là là, les VDF, c'est un sujet. Hein. Les VDF, ça permet de créer du hasard dans la blockchain, alors que c'est très compliqué de créer du hasard. Et du coup, ça permettrait de créer un peu plus de hasard dans les signatures, qui est pris pour le leader, tout ça. Compliqué. Encore une fois, c'est tout à droite, donc c'est pas pour tout de suite. Voilà. Et si on peut revenir sur du coup la mise à jour qui arrive en Q1 2025, donc là. Donc là, on a déjà fait un grand tour. On a Electra, non, Prague Electra. C'est pour ça qu'on a dit Pectra. Voilà, donc ça, c'est celle qui arrive dans 30 jours. Alors oui, dans 30 jours, c'est le DevNet. Et du coup, c'est le récap que je vous ai fait, qui a commencé du coup à améliorer le Verkle Tree. De toute façon, on peut le voir là en fait. Beaucoup plus simple. Donc voilà, on va améliorer The Splurge. Donc, voilà, tout ça. The Scourge et The Merge, et ça va être très très cool. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est du coup entre le temps où j'ai pensé à faire cette vidéo et aujourd'hui, il y a la Beam Chain qui est arrivée, donc c'est encore une roadmap encore supérieure, qui va jusqu'à 2030, et je vais essayer de la dig et puis vous la faire en vidéo très rapidement. Alors désolé si c'était pas toujours clair et si j'ai raté des trucs, parce que bah voilà, je l'ai lu une fois et puis j'ai pas voulu passer 2 jours à tout noter, tout prendre, parce que le but c'était pas que vous l'ayez exactement les détails, mais que vous ayez un peu une idée de où on va, surtout que ça va évoluer de toute façon. Et vous montrer qu'en fait, Ethereum se développe beaucoup plus sur sa L1 que sur les rollups. Évidemment, il y a quelques mises à jour pour les rollups, mais comme c'est un peu le but des rollups, c'est que tu peux faire 2-3 choses et puis après, eux, ils se démerdent. C'est pour ça que Ethereum a là 95% de la roadmap, c'est Ethereum lui-même. Et pour résumer en clair, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va nettoyer Ethereum de toute sa data, tout ça, pour que ça aille plus vite, que ce soit moins lourd à télécharger et donc que ce soit moins difficile d'être un validateur. On va augmenter le nombre de validateurs, ça parle de jusqu'à 2 millions, tout ça. On va diminuer la finalité pour que ce soit plus rapide.
Donc on va le rendre plus rapide. On va aussi, il me semble qu'on va diminuer le block time. Alors c'était pas dans la roadmap, mais c'est aussi prévu. On va recapturer la MIV, voilà. Et on va snarkifier, c'est-à-dire mettre du snark partout pour que ce soit moins cher, plus simple, plus rapide et plus trustless, parce qu'un snark c'est une validation mathématique, donc c'est génial. Voilà. En clair, on va booster Ethereum, c'est très cool, on va vraiment booster Ethereum. On va donner tout ce qu'il faut au rollup. Et voilà, ça prendra du temps, mais il faut aussi comprendre que Ethereum, c'est pas comme Solana ou n'importe quel L1 où tu as des développeurs dans une pièce qui s'occupent du développement de la chaîne. Non, Ethereum, c'est vraiment... Il faut imaginer ça comme un grand forum avec des développeurs dans tous les coins du pays, du monde, pardon, et qui doivent s'entendre et qui travaillent en plus chacun sur un domaine différent par bonne volonté. Il n'y a personne qui les dirige. C'est juste, y a quelqu'un qui dit, moi je m'occupe de ça, moi je m'occupe de ça, moi je m'occupe de ça, et si je finis ça, l'Ethereum Foundation me paye tant. Voilà, c'est quelque chose de totalement décentralisé, qui du coup permet d'avoir quelque chose, justement, philosophiquement de très aligné. Par contre, c'est beaucoup plus lent, et c'est assez complexe, parce que là, j'ai vu par exemple que dans Pectra, il y avait beaucoup de gens qui voulaient être intégrés à Pectra, et on n'a pas pu prendre tout le monde, parce qu'on peut pas mettre le développement de tous les projets des développeurs de Ethereum Foundation dans Pectra, parce que après ça peut créer des problèmes. Donc voilà, mais franchement pour quelque chose qui est totalement décentralisé, et je trouve que ça avance super vite. Ça avance super vite et ils ont de très grandes ambitions. Et j'ai très hâte de voir ça, j'espère que ce sera un peu plus clair pour vous et que vous aurez apprécié. Et voilà, je peux que vous inviter à vous perdre sur le site, ce sera peut-être plus clair. Moi je vous ai fait un résumé rapide de ce que je me souvenais, et j'espère que vous a plu, sinon on se retrouve la prochaine fois pour parler de la Beam Chain. Ciao ciao.